knew that I would now. Non, c'est officiel, hein, on ne vous dit pas ça comme ça, il y a des chiffres pour ça. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, se mêle de ça aussi. On arrive 5e en Europe, pas terrible, ça pourrait être mieux. Je ne sais pas qui sont les premiers, ça serait intéressant. Tiens. Alors, il y a les Suédois, il y a les oui. Autrichiens, Ouais. il y a les Finlandais, je crois, enfin les pays nordiques. Ah oui, les gens là-haut, quoi. Voilà, qui font évidemment beaucoup plus de Les sport que nous. Italiens, ils sont derrière Non, nous. ah oui, non. Ah bon, quand même. Ah bah oui. Ça revient avec la nourriture, en fait. Bon, alors évidemment, ça vous a mis dans tous vos états. Et vous avez trouvé un sport, vous allez voir, un petit sport tout simple, facile à pratiquer par tout le monde, le triathlon. Rien que ça, c'est le truc le plus dur au monde. Oui, quoi. alors pour vous donner la version XL, c'est quand même 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Pour Bon, vous alors dire. la réponse, c'est non. Alors la réponse est non. Évidemment, on a tous en tête l'image du triathlète qui sort de l'eau complètement épuisé, qui va se mettre sur son vélo et qui va finir la course complètement raide. Mais on a l'image d'un professionnel, surtout des gens qui font ça. Mais non, mais vous rigolez, il y a le loisir. Je rigole non, pas, vous c'est rigolez, pas mon vous genre, rigolez hein. sur ceux qui le font en loisir, parce qu'ils sont très nombreux. 100 000, alors ça, c'est les JO, donc évidemment, ils sont un petit peu, voilà. Mais il y a quand même 100 000 pratiquants en France et 42 000 licenciés. Alors l'idée, c'est de dire qu'effectivement, le triathlon, c'est très, très difficile, mais il y a une actualité. L'actualité, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, le triathlon s'ouvre aux sédentaires, des ultra performants, des ultra endurants. On passe aux ultra sédentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sédentaire, vous pouvez vous mettre au triathlon. La Fédération française de triathlon s'ouvre aux sédentaires et aux malades. Si vous êtes concerné par une maladie chronique comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer, eh bien, on vous accueille à la Fédération française de triathlon pour mettre en place un programme personnalisé, sport, santé. Voilà. Là, ça nous rassure. Un programme personnalisé. Combien vous avez dit? Ils font combien déjà? Alors là, non, mais les vrais. Ah oui, les vrais. Alors pour le plus dur, oui. Pour le plus dur, c'est 4 km de natation. Le Ironman, là, vous savez, là, les trucs de fou, là. Celui d'Hawaï. Voilà, ça doit être dans ces zones-là, parce que là, on est quand même sur 4 km de natation, 180... 4 km de natation. Pour nous, ça sera 20 mètres. Voilà. 180 km de vélo. Vélo, pour nous, ça sera 1 km 800. Voilà. Et 42 km de course. Et 42, le marathon? Le marathon, voilà. Non, mais vous imaginez, ça, c'est pour la version... Pourquoi qu'on fasse ça, nous, on peut pas? Parce que, en fait, l'idée, c'est que natation plus course, c'est excellent pour votre santé. Donc, en fait, vous pouvez le faire parce qu'on va s'adapter à votre condition physique. Démonstration en images. S'il vous plaît. La Fédération française de triathlon met en place le coaching triathlon santé, qui est un programme qui permet d'accueillir au sein des différents clubs de la Fédération française, 800 sur le territoire national, des personnes qui sont sédentaires, atteintes de maladies chroniques. On peut retrouver des personnes qui ont un diabète de type 2, qui ont des cancers, du sein, du côlon ou autre, des maladies cardiovasculaires, bref, toutes les maladies chroniques, des personnes qui étaient actives, qui ont accouché récemment et qui veulent reprendre pour leur forme, pour leur santé, une activité physique au sein de nos clubs. Je voulais en savoir un peu plus sur votre parcours. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport. J'ai accouché d'un petit garçon il y a 7 mois, donc j'ai envie de me remettre au sport. J'ai envie de tester le triathlon. J'ai pas mal d'amis qui en font. Alors moi, à cause de la pression du travail, j'ai eu envie de me remettre au sport. Donc là, j'ai absolument envie de me mettre au triathlon. Donc le triathlon est une discipline qui a de nombreux atouts pour les personnes qui ne pratiquent plus. D'une part parce qu'elle est constituée de 3 disciplines vraiment majeures, de base, que l'on retrouve dans les différentes recommandations pour ce type de public. Nager, courir ou même marcher, faire du vélo, ça peut être du VTT, ça peut être du vélo sur route. En fait, 3 disciplines qu'on peut pratiquer de manière extrêmement variée. Dans le milieu urbain, dans la pleine nature, donc on peut vraiment varier les plaisirs et ce qui est fait un atout majeur de cette discipline. Allez, on tourne un peu plus vite les jambes, on change de vitesse. Allez, encore 10 minutes. Alors, les bénéfices, ils sont nombreux. C'est des bénéfices en termes de santé, de bien-être, de qualité de vie. C'est pour ça qu'on va travailler à travers ces 3 activités. L'endurance, la force musculaire, l'équilibre, la coordination, la souplesse. Et ce sont des qualités physiques, vraiment, qui ont été mises en avant par les recommandations internationales pour ce public.
Allez, je vous explique ce qu'on fait. On part sur 4 x 50. Un en brasse, un en dos, un en crawl et un avec la planche. Dans le cadre du programme Coaching Triathlon Santé, des éducateurs des clubs ont été formés sur une session, ce qui leur permet d'acquérir des compétences pour l'accueil de ce type de public, c'est-à-dire des pathologies chroniques, des personnes sédentaires. Alors vous êtes sédentaire, vous avez une pathologie chronique ou vous avez les deux. Vous pouvez vous mettre sur l'application de Coaching Triathlon Santé, vous rentrez vos données médicales. Le club vous invitera à venir faire des tests. Et ensuite, vous pourrez venir au club et vous aurez un programme tout à fait personnalisé afin que la durée, la fréquence, l'intensité des séances soient tout à fait adaptées à votre condition physique actuelle. Je vous ai inscrit. Je vous ai inscrit pour la semaine prochaine. Vous avez raison, mais c'est où les clubs? On a la liste des clubs. Oui, vous allez sur le site de la Fédération française de triathlon et vous avez tous les Fédération clubs française de triathlon. D'accord. Voilà. D'accord. La vôtre, parce qu'il s'agit, vous l'avez compris, peut-être de graphologie. Est-ce que vous êtes capable, en lisant une lettre manuscrite, de savoir à qui vous vous adressez? Est-ce que vous êtes capable de vous dire en écrivant ça, tiens, je dois être comme ci ou comme ça? Ouais. Ça s'apprend, ça, non? Ah ben ça s'apprend. Il y a beaucoup de techniques différentes pour apprendre à décrypter l'épaisseur du trait, l'agressivité du geste, les formes arrondies, tout ça. Voilà, c'est une science humaine, pas une science exacte, c'est une science humaine qui s'apprend. Ça prend quelque temps, effectivement, pour finir, effectivement, en lisant une petite lettre et en se disant, OK, je vois un petit peu à qui j'ai affaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une science humaine qui est un petit peu disparue, qui a fait l'objet de plusieurs polémiques ces dernières années, parce que... on se demande concrètement comment est-ce qu'on peut vraiment faire le portrait de quelqu'un, rien qu'en lisant son écriture. Donc c'est une science qui a disparu, mais qui revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce qu'avec l'avènement d'Internet, eh bien, vous avez de nombreux enfants qui ne savent plus écrire correctement. Et le graphologue, contrairement à ce qu'on imagine, ne fait pas que décrypter une personnalité en lisant la façon dont il écrit. Le graphologue va vous aider psychologiquement, va aider des gens psychologiquement selon leur écriture, et il va aussi réapprendre à écrire, soit aux personnes victimes d'accidents divers, soit aux jeunes enfants. Et donc tout ça pour vous dire quoi, William ? Pour vous dire que le graphologue aujourd'hui redevient un petit peu à la mode. Et on refait appel au graphologue. Et nous sommes partis à Paris, nous étions à Paris, nous avons rendu visite au CNPG Formation et nous avons pu voir un peu comment est-ce qu'on s'initie à cette science humaine. La graphologie, c'est une technique d'évaluation de la personnalité. Elle est basée sur un certain nombre d'études qui ont pu être faites au travers des siècles et on s'est aperçu que l'acte d'écrire était révélateur de la personnalité. Je vous ai inscrit ici le déroulement de la journée, ce que nous allons appréhender ensemble. Donc nous allons commencer par situer le trait dans la triade trait, forme, mouvement de l'écriture. Quand j'écris, en fait, je suis obligée de faire un mouvement pour tracer le trait. Sinon, ça reste un point. Si je ne bouge pas la main, bien évidemment, il n'y aura pas de trait. Donc le trait ne s'étudie pas seul, il est dépendant de la notion de mouvement et bien sûr, le trait et le mouvement vont produire la forme de l'écriture. C'est un métier qui donne des ouvertures diverses, telles que l'évaluation dans le domaine du recrutement, dans tout ce qui touche à l'expertise en écriture, je parle d'expertise judiciaire, mais aussi dans ce qu'on appelle la graphothérapie, la rééducation de l'écriture. La graphothérapie a le vent en poupe en ce moment parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'énormes besoins en matière de rééducation de l'écriture des enfants et ces personnes créent leur propre activité professionnelle en ouvrant un cabinet de graphothérapie où ils l'utilisent dans leur vie professionnelle, telle que par exemple un professeur des écoles qui travaille avec des enfants et qui doit naturellement aider les enfants à mieux écrire. Toute personne qui a perdu l'aptitude à l'acte d'écrire peut être aidée par les techniques de graphothérapie.
voilà l'écriture de Sigmund Freud. Alors vous voyez le trait, là vous voyez bien le trait en fait. Hein. C'est penché vers la droite, donc c'est un mouvement dynamique, ce qu'on appelle le mouvement barré. Pourquoi? Parce que vous avez des verticales qui sont comme des pieux, qui barrent en fait le graphisme qui se dirige inexorablement vers la droite. Donc on voit bien l'homme extrêmement dynamique, tourné vers le futur, bien sûr, et extrêmement travailleur parce qu'il y a une compacité, on ne respire même plus dans cette écriture. Mais comme il a peur dans le noir, il est venu avec sa copine. On verra ça avec Isabelle tout à l'heure. Là, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est autre chose. Allez, commençons par vous. Je vais vous montrer beaucoup de couleurs, justement, parce que j'ai peur du noir. Il y a un magazine qui va me permettre de vous parler, sans en avoir l'air, de l'exposition sur le Second Empire, qui est au musée d'Orsay en ce moment, superbe exposition. Marie-Claire Maison, regardez, le journal confirme la tendance à la décoration foisonnante, la décoration très chargée, comme sous le Second Empire. Justement, vous voyez cette double page qui nous vend un peu de tout, des sofas violets, imprimés cachemire, vous voyez en bas à gauche de l'image, des vases précieux, des chandeliers, des breloques, des couleurs. Ils ont mis aussi des portraits de duchesses et de princesses de l'époque Second Empire par Winterhalter. Vous savez, Winterhalter, c'est le grand portraitiste de cour du Second Empire. Il y a aussi des vêtements dans les pages de Marie-Claire. À gauche de l'image, une veste inspirée des uniformes du 19e siècle avec des brandebourgs dorés partout par une grande marque de prêt-à-porter de luxe. Et puis du papier peint à fleurs, des pompons, du rose, du bleu. Ça donne l'impression que Sissi Impératrice a pris du LSD. J'en ai bien conscience. Mais c'est la tendance. Si vous aimez les lignes pures du design scandinave, vous êtes complètement 2015. Alors, on peut aussi mettre simplement quelques objets. On n'est pas obligé de faire le total look dans le décor de l'appartement. Vous allez voir la couverture de Marie-Claire Maison. Il y a juste les fauteuils, vous savez, au premier plan, qui ont repris ce style dans un décor plus sobre. Donc là, c'est pas mal, ça, je trouve ça très original. Et puis, il y a tout un reportage au Chili dans le même genre sur les églises de là-bas, qui sont justement des églises en bois peint avec un décor foisonnant, mais des couleurs plus pastel. Donc tout ça... Et celle-ci est du XVIIIe siècle, l'église chilienne, tout ça, donc dans Marie-Claire Maison. Noël aussi approche dans nos assiettes. Là, je vous montre le superbe magazine Cuisine et Vins de France qui vous présente en couverture l'incontournable, la bûche. Déjà, faut s'entraîner, histoire de ne pas la rater le soir même. Délicieuse bûche. Alors celle-ci, c'est une génoise roulée avec de la crème fraîche qu'on parfume au citron et au chocolat blanc. Et à côté, c'est le baba au rhum. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le baba? Bon, vous connaissez le baba au rhum. Oui. Et là, c'est le baba Stanislas. Parce que le baba au rhum était le dessert préféré du roi Stanislas de Lorraine. Vous savez, celui de la place du même nom à Nancy. C'est lui qui a lancé ça en France. Et donc là, c'est la recette nancéenne dont on nous dit que c'est la recette. Sirop, rhum, vanillé. Ah bon? C'est ce que dit le magazine Cuisine et Vins de France, qui quand même est bien placé. Ouais. C'est la recette d'un grand restaurant. Il n'a pas la même local. forme que les autres qui sont plus écrasés. Oui, c'est vrai, en général, on ne les fait pas comme ça. Ouais. Mais c'est l'influence du... Qui ressemble plus à des donuts. Oui, là, c'est l'influence du kouglof. Vous savez, on va vers l'est de la France. Oui, vous avez raison. Pour le salé, plusieurs façons de revisiter le saumon. Alors, le saumon très classique sur nos tables, mais qu'on rend plus original, vous voyez, avec les recettes de gauche. Alors, c'est des toasts tout bêtes, tout simples, mais il vous explique comment faire vous-même le saumon mariné à partir d'un filet de saumon frais, ce qui est sans doute bien meilleur que certaines marques du commerce. Et à côté, alors ça, c'est vraiment impressionnant, c'est un cheesecake au saumon, avec toujours du filet de saumon, mais du fromage frais de chèvre et des os de saumon. Ça a l'air délicieux. Moi, j'ai vraiment envie d'essayer le cheesecake. Donc, recette de Noël à tenter dans Cuisine et Vins de France. Noël côté enfant, dans le magazine Family, cette fois, les activités à faire à la neige lors des prochaines vacances de Noël. Avec les enfants, vous découvrirez les lamas à Névache. Alors, c'est pas une espèce autochtone, à Névache, dans les Hautes-Alpes. Les lamas tirent le traîneau des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. À mon avis, ils seront ravis, les mômes. Les igloos à côté, vous voyez, on peut passer la nuit, c'est au Semno. Je suppose qu'on dit Semno et pas Semnose en Haute-Savoie. C'est pas le Z. Ouais, en général, un Avoria. Ouais. Avoria. Ouais, je dirais le Semno. Ouais. Et les cabanes perchées que vous voyez sur la toute petite photo, c'est à Pailleul et Argelès, dans les Hautes-Pyrénées. Toutes les adresses à retrouver dans le magazine Family. Et puis je termine toujours en matière de famille avec les personnes âgées qu'il ne faut pas oublier non plus. Là, c'est le mensuel Notre Temps qui nous incite à nous renseigner autour de nous pour faire du bénévolat auprès, par exemple, des petits frères des pauvres qui s'occupent, vous savez, précisément des personnes âgées isolées, ou bien simplement aller vers les personnes âgées de notre entourage. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que vous voyez le bébé qui a 4 mois. À gauche, la jeune femme, c'est sa mère. Le monsieur à droite, c'est son grand-père. La dame debout, son arrière-grand-mère du bébé. Et donc la dame aux cheveux blancs est son arrière-arrière-grand-mère. Vous vous rendez compte? Ce sont des lecteurs qui ont envoyé leurs photos au magazine. Le monsieur à droite, c'est le grand-père? C'est le grand-père du bébé. C'est le père de la jeune femme. Ah d'accord, je crois que c'était le mari de la jeune femme. Eh ben non. Je me suis dit, tiens... Ils font des enfants jeunes, je pense, dans cette famille. Notre temps. Merci beaucoup.
Maman, ça me gratte derrière les oreilles. Au niveau du cou, ça pique que ça gratte. Regarde ma tête, je suis sûre que c'est les poux. Non, pas les C'est poux. la saison. C'est la saison de quoi? De ce que vous entendez là? Les poux, c'est la saison. Oui, il y a des saisons de poux, je suppose. Ah oui, c'est vrai. Il y a plus de poux, c'est fin de l'année scolaire. Fin d'année. Parce que finalement, alors. c'est en vacances qu'on en attrape le plus. Ouais, alors, cela dit, il vaut mieux anticiper. Tout d'un coup, alors la mère de famille s'est dit, qu'est-ce que Là, je fais? Je vais me munir de peignes anti-poux, de produits, des choses comme ça. marche plus. Et bien finalement, c'est non. Non, ça marche plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une technique qui a été créée aux États-Unis. Dans le monde, vous avez à peu près 400 centres. Et c'est un appareil, c'est une sorte de petit aspirateur, William, qui va oui, vous allez voir, un aspirateur à poux, exactement, qui va souffler de la chaleur et qui va complètement déshydrater le poux et tuer donc le poux et les lentes. Parce que c'est une plaie, William. Moi, je me suis renseignée ce matin. Je ne savais pas qu'il y avait plus de 100 millions de personnes chaque année qui étaient infestées par les poux et que toutes les secondes, vous avez plus de 3 personnes qui sont infestées. Donc, c'est vraiment une alors, catastrophe. qu'est-ce qu'il faut avec l'aspirateur? Vous le cramez, le poux? Moi, je vous propose déjà, regardez en image comment ça se passe. C'est spectaculaire. Oui, regardez. Les poux sont de plus en plus résistants aux produits et on s'est dit avec Arthur, mon frère, qu'il fallait impérativement trouver une solution pour aider les mamans à sortir de cette problématique. Ce traitement provient des États-Unis. C'est un traitement qui va éradiquer les poux et les lentes en une séance. Notre centre, donc Bye Bye Knits, est donc le premier centre de traitement anti-poux en France. Le traitement se déroule en 3 étapes. La première étape, nous allons déshydrater les poux et les lentes, donc à l'aide de la machine air aller, qui va diffuser de l'air chaud à débit contrôlé et à une certaine température, donc 58 degrés. Nous allons quadriller la tête en 36 zones, 30 secondes par zone. Les poux et les lentes vont être déshydratés et donc mourir. Ensuite, nous allons les aspirer. Donc c'est un filtre avec un peigne au bout. Nous allons dégrossir ce que l'on aura déshydraté auparavant. Ça va nous aider à nettoyer les cheveux. La troisième étape, nous allons appliquer de la crème. Et cette crème est également un traitement que l'on peut utiliser à la maison. C'est de la crème anti-poux où nous avons du dimethicone et du silicone afin de pouvoir passer le peigne fin mèche par mèche, donc pour tout nettoyer. Le coût du traitement est à partir de 79 €. Quand on ressort d'ici, il n'y a plus de poux, on le garantit. Le traitement est efficace, il fait ses preuves depuis 15 ans aux États-Unis. Il y a tout à faire en France. Il est beau. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire une coupe comme à cet enfant. Le gamin est ravi, j'ai l'impression. La coupe de poney footballeur. Ça dure à peu près. C'est pas obligatoire. Ça dure combien de temps là? Alors 90 minutes à peu près. Oui, mais alors c'est bien. Les enfants, ils ont des tablettes, tout est pensé pour eux. Donc c'est à partir de 79 €, c'est par rapport à la longueur des cheveux. 79 €, c'est très cher. Mais non, William, vous savez, les produits. Non, mais une séance suffit. Une séance suffit. Ah bon, quand vous voyez qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur 21 produits vendus en pharmacie, il n'y en a que 5 qui étaient vraiment efficaces. Donc on met beaucoup d'argent à la poubelle. 30 parfois. Oui, c'est très cher. Puis en plus, il faut y faire plusieurs fois. Ouais. Là, c'est assuré. D'accord. Vous y allez, vous sortez et on vous assure que vous n'en avez plus. Et surtout, il faut traiter toute la famille. Ça, c'est important. Quand il y en a un qui a des poux. Et après quoi? Vous avez un certificat, vous montrez ça à la maison? Vous avez une petite carte, mais on devrait, comme aux États-Unis, donner des cartes pour dire mes enfants n'en ont pas. Et les mamans demandent même à Jennifer d'aller dans les écoles en disant mais écoutez, appelez la directrice, regardez les têtes de nos enfants. Peut-être que s'ils font dans les écoles, ça coûtera moins cher si on fait toute une classe d'un coup. Voilà, peut-être. il faut peut-être. Mais non, mais il faut d'utilité passer un accord publique. avec l'éducation nationale, peut-être aussi. Mais c'est pas facile. Pour le moment, il n'y en a que 2 à Paris et il y en aura une quinzaine en 2017. Merci beaucoup. À plus tard. On se retrouve tout à l'heure, madame, monsieur, juste après le journal et la météo que voici. La discipline que vous propose Grégoire maintenant, c'est quelque chose que vous n'avez pas souvent vu à la télévision. C'est du camion tout-terrain. Qu'est-ce que c'est qu'un camion tout-terrain? C'est un camion qui grimpe aux arbres, par exemple. Bon, j'exagère
Pas loin. Pas loin. On n'est pas loin du truc, là. Ça s'appelle du truck trial. Truck, en anglais, camion. Trial, c'est cette discipline de franchissement d'obstacles avec un engin. Alors, vous connaissez ça en moto, en vélo ou en auto. Là, on a choisi plus gros, donc on a choisi un camion. C'est l'art de maîtriser un bahut tout-terrain dans des situations totalement improbables. C'est un monstre de puissance, un monstre agile, qui se déplace avec grâce sur et autour des rochers, tel un pachyderme cornaqué, William, par des pilotes quand on voit l'engin, la de poésie, c'est pas... Non, mais l'engin, si, parce que ça se pilote en souplesse. C'est pas la peine de mettre des gros... Ils sont tous pareils ou... Alors, il y a plusieurs catégories, suivant le nombre de roues motrices, vous allez voir ça, suivant la puissance, mais ils évoluent les uns après les autres, donc c'est un balai. C'est assez gracieux. J'étais très étonné. Et surtout, ça se conduit facilement. Alors, il faut avoir son permis poids lourd. Je ne l'avais pas. J'ai une petite dérogation parce qu'ils sont sympas avec moi. Pour l'occasion, En Europe, on a le plus beau terrain. Il est en France, chez nous en Isère, à Montalieu-Versieux, où se déroule chaque année l'Europa Truck Trial. C'est un rassemblement de 50 camions avec 12 000 personnes qui viennent voir ça, William. Alors, mais on en voit un là, qui est là. C'est un poids lourd, je dirais, normal. C'est un poids lourd. Lui, c'est un modèle de l'armée qui a été modifié pour l'occasion. D'accord. Mais ça existe, ils ne sont pas créés que pour la course. Alors, il y a des prototypes aussi. Mais ceux qui ne sont pas créés que pour la course, ils viennent des travaux forestiers, des travaux de chantier. Donc, c'est des engins que vous pouvez voir quand vous baladez dans la forêt. Cette équipe-là, en plus, nous, ici, on est très sensible à cette équipe parce que, comme vous le lisez sur le pare-brise, vous allez le voir. Repassez la précédente, si vous l'avez près de vous. C'est pour vous, William. Voilà, celle-là. Cette équipe-là, c'est l'équipe Pac-Man. C'est des gens très, très bons. C'est pour ça qu'on a choisi. Alors, nous sommes allés dans ce qu'on appelle la vallée bleue à Montalieu-Versieux. Beau comme un camion, j'ai fait du truck sans trucage. C'est vraiment sympa de m'emmener. C'est quoi ce camion? C'est un camion tout-terrain de truck trial. On va faire du 4x4? On va faire du 6-6. Je peux essayer? Ok. Bon, ouais, mon Grégoire, à toi de jouer. Allez, la première. Je passe comment les mains? Alors, tu passes bien tes mains sur le volant, 10h10, enfin, comme t'es bien, mais surtout les pouces bien à l'extérieur. Et on évite de croiser dans tous les sens. Sinon, je peux me faire coincer. Voilà. Là, je reste à cette vitesse-là? Voilà, tu restes à ces vitesses. En première, c'est très bien. Tu tiens bien le volant fermement. C'est toi le patron. Le franchissement, c'est tout sauf de la vitesse. Le truck trial, c'est du franchissement en camion tout-terrain. Ça se pratique sur des terrains artificiels ou sur des terrains aménagés. Il y a 4 catégories, les séries 1, les petits, les 6 roues motrices, 8 roues motrices et prototypes. À la base, ce camion, c'est quoi? C'est un camion militaire. C'est un 6-6, il fait 220 chevaux, il fait un peu plus de 6 mètres de long, un peu plus de 12 tonnes, donc c'est un joli bébé. L'équipage d'un camion, en général, c'est 2 personnes, le pilote et le copilote. Le copilote est très très important, ce sont vos yeux de droite, et il faut vraiment avoir une confiance mutuelle, sinon il y a vite bataille dans la cabine. Et là, quand on recule avec le pied sur le frein, ça sert à rien non plus, quoi. Je fais ce que je peux, hein. Je débute. J'ai eu le klaxon là-dessus. Non, c'est là. Alors les règles en compétition, c'est d'abord des zones fermées par une rubalise, des portes. Et il faut franchir ces portes en faisant le minimum de manœuvres possible, sans toucher les piquets, et avec un temps maximum de 15 minutes. Dans un week-end de compète, en moyenne, il y a 15 zones, donc 90 portes à franchir. Plus on fait de manœuvres, plus on fait de fautes, plus on engrange des points, donc moins on est bon. Le but du jeu, c'est d'avoir 0, mais c'est très très rare. Le jeu, c'est d'aller chatouiller les limites et d'aller au-delà de ces limites. Donc souvent, eh bien, on se retrouve sur le côté, mais ça fait partie du jeu. Là, je monte les roues là, sur la roche, ne jamais s'emballer. Exactement. Même si le truck, c'est mon truc, faut pas s'emballer. Le pilotage, par définition, en trial, c'est de la finesse et de la douceur. C'est de la précision. Il est génial. Ça manque juste d'un petit radar de recul, d'un autoradio et de la clim. Hein. Bah écoute, le prochain, j'y penserai. Ce que j'aime, ce sont les gros obstacles francs, type marche, grande montée, grande descente. Bah écoute, je te félicite. C'est top, j'adore.
Bien. Je sais pas si je pourrais livrer le petit-déj à France 2 avec ça, mais c'est pas mal. Hein. Normalement, dans les couloirs, il devrait passer, hein, ça va pousser des cloisons. La direction est très assistée, on a l'impression que ça se conduit tout seul, non? Ça se conduit un peu mieux qu'un camion classique, mais c'est pas si démultiplié que ça. Mais j'avais un super prof et surtout il m'a fait faire des choses que j'attendais pas. Il m'a fait monter des Ça, oui, le pentes. dernier, là, c'est rigolo, ouais, ça, non? C'est tendu, c'est tendu. Non, vraiment, c'est génial. Allez voir ça parce que Montalieu-Versieux, ce seront 3 et 4 juin. Et ça ne se passe que là-bas ou il y en a d'autres en France? Il y en a d'autres en France, mais là, c'est la mecque du truck trial. Il faut tester. D'accord. Dominique s'est rendu très très loin. Oui, un peu d'exotisme dans l'hiver. Il y avait longtemps que vous n'avez pas fait un voyage de genre. Ça me manquait un peu. Hein ça commence à me manquer un peu. Vous qui avez fait combien? 25 ans d'avion 30 et 1 an d'avion. Elle passait plus de temps dans les avions que chez elle. Voilà. Et pourtant, regardez, elle est en pleine Donc là, forme. j'ai fait une petite piqûre de rappel. Je suis allée sur l'île de la Réunion. Et alors? Qu'on appelle aussi l'île intense, l'île à grand spectacle. C'est une terre bénie pour les randonneurs. Puis je me suis dit qu'il devait y avoir quelques petits hôtels ou quelques petites chambres d'hôtes sympathiques aussi à leur adresse. Alors j'en ai trouvé. J'ai trouvé d'une côte à l'autre de 3 adresses. Alors 2 petits hôtels. En fait, le premier, c'est le premier écolodge de l'île. Il vient d'ouvrir. Il s'appelle le Dianadia Lodge. Et il est au cœur d'une nature sauvage, habité par des petites bestioles fort sympathiques. Et on vit vraiment au cœur de la nature. La deuxième adresse, c'est une maison d'hôtes à petit prix sur la côte ouest. Le premier, c'était sur la côte est. Sur les hauteurs de Saint-Gilles. Et là, c'est une maison d'hôtes idéale pour les randonneurs, avec la plage qui est pas loin. Enfin, un petit hôtel, c'est le petit hôtel de charme de la Réunion, à la fois chic mais sans ostentation, qui rappelle les belles maisons créoles. Et là, on est encore sur la côte ouest, c'est au-dessus de la baie de Saint-Leu. On est obligé d'être randonneur Côte ouest, pardon. C'est pas nécessaire d'être randonneur. L'île de la Réunion, c'est quand même une île géniale pour les randonneurs. Mais là, il y a toujours l'océan en toile de fond, vous allez voir. Sur la côte est, la plus sauvage de l'île, sur les hauteurs de Sainte-Anne, cet écolodge est le premier du genre à La Réunion. Vous êtes à 600 mètres d'altitude, vous avez cette vue de 180 degrés sur toute la côte est. On a voulu faire un établissement vraiment au plein cœur de la nature, où les clients pouvaient venir se ressourcer et profiter de la beauté de l'île de La Réunion. Nous sommes construits sur un ancien domaine de chasse, entouré de biches et de cerfs. On est ravis de les avoir avec nous. D'ailleurs, nous avons à peu près une centaine de têtes. L'intérieur, donc on a fait un mélange de bois et de pierre, donc on reste dans des éléments extrêmement naturels. Le salon, par exemple, ressemble un petit peu à une maison. Les feux de cheminée, les cuirs enveloppants, ça y participe. Quand on est dans la chambre, le tableau principal, c'est la vue imprenable qu'on a sur toute la côte. Des tableaux pour ensoleiller les murs de pierre et avec un peu de chance, un instant magique. D'une côte à l'autre, Patrick a quitté la métropole pour les charmes de la Réunion. Moi, j'étais en France et puis je travaillais pour une multinationale. Mon rêve, c'était de monter une maison d'hôtes quelque part sur la planète. Et puis, j'ai découvert la Réunion par hasard. Et il y a eu le coup de foudre et j'ai réussi à m'installer, à trouver cet endroit magnifique sur les hauts de Saint-Gilles. Sa maison s'appelle Côté Cannelle. Au centre du jardin, on a un cannelier et on a trouvé le mot charmant. On y vient pour se relaxer après une randonnée et pour la convivialité. Ici, tout tourne autour de la détente, du bien-être et du repos. Quand on a une maison d'hôtes, c'est vraiment autour de la table où vraiment on cimente et on découvre des nouveaux amis. Pierre volcanique autour de la piscine, esprit océan Indien pour les chambres. La Réunion, c'est vraiment un marchepied entre l'Afrique et l'Asie. En surplomb de la mer, un hôtel à l'image des cases créoles qui tapissent la Réunion. Cet hôtel, c'est la case créole en fait qui s'est inspirée de maisons de maître. Le mobilier s'est inspiré des maisons de maître justement pour raviver en fait cet esprit colonial. À travers les chambres, les peintures, les tableaux également, on a vraiment voulu recréer cette atmosphère-là. Le point central aussi de la maison créole, c'est la varangue. Notre restaurant se situe au niveau de la varangue. Une varangue, en fait, c'est une terrasse couverte qui donne sur le jardin.
On bénéficie d'un très bon emplacement. On a une vue sur 180 degrés sur la baie de Saint-Leu. On est très fiers de travailler dans un endroit comme ça parce que vous avez cet aspect peu conventionnel de l'hôtellerie. Vous n'avez que 14 chambres. On est très proche des clients. On est vraiment entre l'esprit maison d'hôte et hôtel. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est Léon. Pas mal ça, non? Ouais, c'est sympa, hein? Et les tarifs? Les tarifs, il faut savoir que c'est un tout petit peu plus cher qu'en métropole, c'est normal, c'est une île. Loin. Alors, la maison d'hôte, elle est pas chère, elle est autour de 70-75 €. Après, il faut compter 230, et puis sur la dernière... Juste la chambre? Oui. Chambre et petit... non, 230, c'est chambre petit déjeuner compris dans les colloges. Ouais, il y a des forfaits avec le voyage, voilà, je suppose. voilà. Puis en Très ce bien. moment, c'est bien d'essayer d'avoir des prix... C'est la bonne saison, non? C'est l'été austral. Alors c'est chaud et humide. Ouais, d'accord. Mais les pluies, elles ne durent pas très longtemps. Pas très longtemps. Voilà. Puis chaude aussi. Voilà. Bon, on retourne en métropole maintenant avec Julia. Oui? On à Paris avec l'initiative d'un jeune passionné amoureux de la capitale qui lui a vraiment rendu hommage avec ce projet assez simple mais qui du coup a été repris partout dans tous les journaux. William, il a réalisé, ce jeune homme, une carte de Paris qui s'appelle paristique.fr. Sur cette carte, il recense toutes les rues, tous les boulevards, toutes les places, tous les éléments urbains et il explique à chaque fois l'origine de leur nom. Alors là, j'étais en train de me balader un petit peu, du coup je me demandais ce que c'était que par exemple la rue du Pas de la Mule, d'où vient ce nom. Mais alors là, on apprend que c'est parce qu'elle était tellement étroite qu'on ne pouvait pas passer excepté à dos de mule, ou alors la rue des Filles du Calvaire, ou la rue des Mauvais Garçons qui porte ce nom parce qu'au XVIe siècle, des jeunes garçons turbulents y vivaient. Tout est sur cette carte qui du coup a été reprise partout dans les journaux parce que c'est un assez bel hommage à Paris. On apprend plein de choses. Puis l'idée, ce serait peut-être de véhiculer ça dans toute la France pour que chaque nom de ville soit répertorié sur cette carte. Merci. Si vous... On nous appelle les Rochambelles, en souvenir de Rochambeau, celui qui a ouvert nos ailes et nous a transmis le flambeau. Alors c'est bien parce que ça annonce la couleur. L'été 44, on sait quand ça se passe, on sait à peu près la période de l'histoire de France. Et vous avez rencontré qui? Chanteur, interprète, producteur? Le producteur, Valérie Zetoun, un illustre homonyme. Les deux premiers rôles, Barbara Pavie, vous verrez, retenez son nom, vous allez voir comment elle chante. Et le petit Nicolas Laurent, petit par la taille mais grand par le talent. Et le metteur en scène, Anthony Souchet. Alors, l'été 44, tout commence le 6 décembre, le jour du débarquement. C'est l'histoire de 6 personnages, 6 destins qui se croisent en chansons. L'intelligence de ce spectacle, c'est d'être parti des chansons. Souvent, on fait une comédie musicale et puis après, on met... Souvent, vous avez « Il est parti ». Alors, le mec vient derrière, j'ai « Il est parti ». Non, là, vous avez des vraies chansons. Ouais. Là, vous avez... Reviendra-t-il? Voilà, c'est ça. Et ça dure 3 minutes. On a dû voir la même, alors. J'aime bien celle-là. On a vu la même. Je pense qu'on avait la même. Et c'est vrai qu'en cette rentrée, il y avait beaucoup la même quand même. Là, voilà une comédie musicale intelligente avec des vrais auteurs, des vrais compositeurs. Excusez-moi du peu. Charles Aznavour, Claude Lemel, Maxime Le Forestier, Yves Duteil, Alain Chamfort. Chacun est venu faire une chanson ou une demi-chanson. Ah, c'est bien. Et puis, à partir de ces chansons-là, l'histoire a été montée et ça donne un ravissant spectacle avec une narratrice qui est en écran et qui... C'est une surprise, mais vous la verrez si vous allez avoir Marisa Berenson, qui est la narratrice, qui est magnifique là-dedans. Et vraiment, on apprend plein de choses. C'est en chanson, c'est gai, ça ouvre le débat. C'est-à-dire que vous sortez de là, si vous allez voir ça en famille, c'est un spectacle familial. En sortant, vous pouvez en parler avec vos enfants. Regardez un joli spectacle familial, l'été 44. Valérie, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire ce spectacle? C'est une période qui était terrible. On est passé en 3 mois de la barbarie nazie à la démocratie, à la liberté. Paris, Paris s'est relevé. Libéré, libéré. On voit aujourd'hui que dans le monde, cette barbarie peut recommencer à peine 72 ans après. Donc je me suis dit, il y a un devoir là de se battre pour produire un spectacle qui a du fond. Mon Dieu, que c'est beau, Paris au ciel d'été. À ce jour J d'un monde nouveau, on pourra tous se dire, j'y étais. Un peu de tendresse. Et puis il y a eu aussi les chansons qui sont signées par de grandes plumes françaises. Des chansons qui sont profondes, qui sont touchantes, qui sont parfois drôles, qui apprennent des histoires. Je ne connaissais pas l'histoire des Rochambelles. Servir, c'est
plaisir de vivre debout. Je ne connaissais pas l'histoire des 2436 pianos qui ont été fabriqués exprès pour débarquer et pour amener le jazz en Europe. Des canons, des tonnes de bombes, des avions, des bateaux. C'est tout. Et 2436 pianos. Et toutes ces histoires mises dans ces chansons m'ont vraiment donné envie de me battre pour que ce spectacle existe. Petit René. Nicolas, Barbara, vous êtes tous les deux très jeunes. Cette période, ça veut dire quoi pour vous dans vos têtes et dans vos cœurs? J'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de cet événement quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet pour ce spectacle-là. Quel jeune GI anonyme. Nos grands-parents, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu cette période de l'histoire, donc quoi qu'il arrive, ça nous touche et on est vraiment les derniers à pouvoir en parler, à pouvoir le défendre. Victime des États désunis. Quels étaient selon vous les écueils à éviter en mettant en scène un spectacle sur un tel sujet? Je voulais pas tomber dans une trop grande réalité. C'est imagé, c'est poétique. Je préfère la poésie à la guerre. On va dire que c'est une connerie sans nom de dire ça, mais c'est vrai. Et il fallait mélanger les deux. Alors pour moi, voilà, ce serait plus une mise en scène de théâtre cinématographique musicale. À chaque souffle, à chaque rire, à chacun de nos livres pas, c'est un peu de toi que je garde en moi. L'axe principal de ce spectacle, c'est le devoir de mémoire. Je pense que c'est le moment de se souvenir de tout ça pour ne pas que ça recommence. Et justement aussi, c'est bien de montrer que tous ces gens se sont battus pour qu'on soit là aujourd'hui. Pour que le monde se relève, il a fallu que vous tombiez au sang vos champs de croix, nos libertés. Nous avons entendu comme vous tout à l'heure, bon, on l'a laissé terminer parce qu'il a anticipé sur l'histoire de France. Les vrais, ils ont débarqué en juin 44. Juin 44. Mais Fred préfère que ce soit en décembre. Alors il dit c'est le 6 décembre. Bon, c'est près de Noël, c'est ça. Oui, c'est de toute façon. Vous avez reconnu dans la dernière chanson la signature musicale de Jean-Jacques Goldman. La dernière, là la dernière chanson, on la reconnaît. Et une chanson magnifique parmi toutes, une chanson signée Charles Aznavour pour la musique, Claude Lemel, excusez-moi du peu pour les paroles, Seulement connu de Dieu, chantée par la petite Barbara Pravi. C'est un petit bijou, cette chanson. Seulement connu de Dieu. Allez voir ce spectacle et retenez les noms des deux principaux. Vraiment. Merci Frédéric, merci. Alors c'est pas n'importe qui, Bécassine, comme vous venez de l'entendre, puisque c'est le premier personnage féminin de bande dessinée. Ça date de quand, la Bécassine? Première publication 1905. Et c'est vrai que cette petite héroïne, qui est d'ailleurs la seule à être devenue un nom commun du dictionnaire, et ben, a 111 ans aujourd'hui. Les toutes premières aventures, donc c'est 1905 dans la semaine de Suzette, qui était un magazine pour les petites filles sages de l'époque. Et aujourd'hui, à 111 ans, elle est plus que jamais d'actualité, puisque le mois dernier, un nouvel album lui était dédié. L'année prochaine, elle va être l'héroïne du film de Bruno Podalides. Et enfin, le 3 décembre prochain, eh bien, elle fait l'objet d'une vente aux enchères au sein de la Maison Ivoire à Chartres. Une vente aux enchères de quoi, alors? Alors, justement, une vente aux enchères... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la publication des aventures de Bécassine, eh bien, c'est un succès éditorial incontestable. Et ça va amener quoi? Eh bien, ça va amener tout un tas de produits dérivés. Alors, à l'époque... Alors, dès le début du siècle dernier, donc ce sont des objets très anciens. Ce sont tout d'abord des jouets, donc des petites pièces en tôle émaillée, des petites poupées, des petits automates, et puis aussi des objets qui faisaient le quotidien des petites filles. Alors des tirelires, voilà, ça c'est une jolie tirelire, des réveils, des petites choses, des nécessaires à coûteux, des tricots. 1905, ça s'appelait pas encore produits dérivés, évidemment. Mais non, bien sûr que non. C'était des jouets. Voilà, c'était des petits jouets comme ça, c'était des objets artisanaux. Mais qu'on ne conservait pas. Et du coup, le fait qu'ils aient été produits avant la Première Guerre mondiale ou alors au moment de l'entre-deux-guerres, eh bien aujourd'hui, tout ça, ça fait que ce sont des objets super rares. Alors vous allez voir, je vous laisse découvrir cette collection en compagnie de la collectionneuse, Madame Bugat-Pujol, et du commissaire-priseur, Maître Lelièvre. Regardez. Bécassine, par toutes ces histoires, sa découverte du monde, a modelé des générations de petites filles jusque dans les années, disons, 50.
Bécassine a commencé en planche hebdomadaire dans la revue La Semaine de Suzette. Mais dès 1913, un premier album complet d'une histoire originale est sorti, L'enfance de Bécassine, où on parlait de ses origines bretonnes que tout le monde connaît. Après la guerre de 14, des albums sont sortis très fréquemment et jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 27 albums que nous avons dans cette vente en édition originale sur des thèmes qui collaient à la réalité quotidienne des familles, des enfants, à la réalité patriotique aussi parce que Bécassine c'était une petite fille qui véhiculait la bonne société. J'ai quelques objets qui sont très beaux, de vrais petits objets qui sont un peu artistiques. La bécassine casseuse d'assiette, c'est une idée qui est sortie à partir d'un dessin de Pinchon. Et je dois dire qu'elle est très drôle. Ce sont des objets que vous ne trouvez pas facilement. Et quand vous avez l'occasion de mettre la main sur l'un d'eux, vous ne le laissez pas partir. Ce sont des choses que l'on ne trouve plus maintenant. C'est ça qui m'intéresse, c'est la rareté, l'étonnement que suscitent ces objets. Quand vous tombez sur la caboton, vous vous dites « non mais je rêve, qu'est-ce que c'est ?» Elle avait fait partie des cabotons du pays d'Artois et elle avait été faite sous la direction de M. Pinchon. Il était de là-bas et c'est lui qui a guidé la création de cette pièce unique. Les poupées, c'est pas la même chose parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y a dans ma collection quelque chose qui est très rare. L'une des premières bécassines en 1920-21. Une poupée qui a été créée par les ateliers polonais de la Jaska à Paris. Elle est très caractéristique, ça n'est pas signé, il faut s'y connaître. Mais quand on a la chance de tomber sur ces objets, il ne faut pas les rater. Bécassine était une petite fille à laquelle j'aurais pu ressembler quand j'avais son âge. Parce qu'en réalité, c'est une petite fille qui a beaucoup de bon sens, qui avait son franc-parler. Mais elle était très charmante et très exigeante aussi. Bécassine, dans son bon sens, a sûrement un regard un peu décalé par rapport au regard officiel de ses patrons, des gens quotidiens, et elle découvre avec des yeux émerveillés des choses que les autres ne voient peut-être pas. Et c'est peut-être ça aussi qui dit que finalement, Bécassine, c'est notre cousine. Alors évidemment, pour ceux parmi ceux qui nous regardent, au-delà de 1950, bah oui, on a oublié. Bah oui, bien sûr. Ils ne connaissent pas les jeunes aujourd'hui. Bécassine, ils ne savent pas qui c'est. Tintin, moi, ma fille, j'ai fait un test. Elle sait qui c'est, ma fille. Mais si, parce qu'on leur fait tous écouter Bécassine, c'est ma cousine. Donc les enfants, quelque part, ils connaissent quand même. Mais c'est vrai qu'on n'allait pas encore remise complètement au goût du jour. On espère que ce nouvel album, que le film, que la vente aux enchères, tout ça, peut-être que ça va. Regardez ça, je vous montre ça. C'est une planche originale, William. C'est très rare, une planche originale de Bécassine. On n'en voit jamais aux enchères, jamais d'ailleurs nulle part. Elle est attribuée à Pinchon. Voilà, elle est à l'encre de Chine, peinte en couleur. Elle représente des petites scènes comme ça, de Bécassine sur une route. Ça a sans doute été publié dans la Semaine de Suzette. Et ça, on n'en voit jamais. Et vous l'aurez à la vente aux enchères le 3 décembre prochain. Regardez ici, là. Bon à graver. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'elle a sans doute été, ça a sans doute été publié dans la Semaine de Suzette. Si vous vous approchez encore un tout petit peu, on peut ou pas voilà, là, on le lit bien, là. Ouais. Voilà. Bon à graver. Pas mal. C'était Pinchon et Comrie qui ont remis cette petite... Merci, Mélanie. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes ensemble. C'est obligatoire maintenant jusqu'à peu près 10h. Et il y a peu se tenait à Paris le salon Équipe Hôtel. Alors, dans le nom, il y a à peu près tout. On a compris Équipe Hôtel, très bien. C'est vrai. C'est un salon réservé, inutile de vous le dire, aux professionnels de l'hôtellerie qui présentent toutes les nouveautés sorties dans ce domaine-là. Alors, c'est très tendance. Si c'est tendance, ça concerne Sylvie Adigard, bien sûr. Alors, vous êtes prof. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau dans ce domaine-là ? Alors, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est qu'en fait, ce genre de salon colle vraiment à l'évolution sociétale du mode de vie dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que vous prenez un hôtel il y a 10 ans, vous prenez un hôtel qui se construit et qui sort de terre aujourd'hui ou même qui est refait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À savoir que l'accueil est complètement différent, le digital a intégré
tout l'espace, que les chambres sont transformables, que l'attention donnée aux personnes avec des handicaps est aussi très importante, que le bar est très soigné, que notamment... Ça a toujours été, ça, non? Oui, mais j'ai l'impression que c'est très développé, notamment le bar à cocktail. Et donc ce salon Équipe Hôtel, eh ben, ils travaillent autour de ça. Et ils ont même créé une espèce d'hôtel éphémère, demandé à des grands noms de la décoration, donné chacun un espace et dit allez hop, montrez-nous ce qu'il faut faire, montrez aux professionnels, donnez-leur des idées. Donc comment pourrait être le lobby, le bar, le restaurant et une chambre. La salle de réunion par exemple. C'est vrai que quand il n'y a pas de réunion, c'est une salle qui sert à rien, qui est moche et qui s'ennuie. Et donc possibilité de le transformer, possibilité de le décorer autrement. Et j'ai fait un petit focus sur un espace que j'ai trouvé assez rigolo. C'est une designer industrielle qui aussi travaille sur les tendances et qui a proposé un espace autour du verre à cocktail. Je vous parlais du bar à cocktail qui se développe, qui est une grande tendance. Et ben elle a décidé, elle a montré aux professionnels tout ce qui se faisait en bar à cocktail. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir les mêmes verres quand vous avez une clientèle jeune. Ça sera plutôt tête de mort. Si vous avez une clientèle si vous avez une clientèle anglaise, ça sera plutôt dans cet esprit-là. Bon, tête de mort, regardez. Le salon Équipe Hôtel a toujours été assez connu pour son côté défricheur de tendance. On a effectivement choisi depuis quelques années de s'associer les services d'un certain nombre d'architectes et designers qui travaillent avec nous sous forme de workshop pour essayer d'imaginer ce que sera l'hôtel ou l'établissement hôtel-restaurant de demain. Donc on a travaillé sur le lobby avec Jean-Philippe Nuel, avec cet esprit un peu plus lieu de vie, la dématérialisation du check-in. On vient dans le lobby pour rencontrer des gens, donc cet espace un peu de networking à un moment donné. On est allé jusqu'à l'extérieur avec un gros espace outdoor qui est une réflexion nouvelle qu'on a intégrée cette année avec Christophe Gautran et Benjamin Desoulières qui ont beaucoup travaillé sur le végétal et notamment ce qui est le plus intéressant, le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, on a travaillé sur les salles de réunion avec Julie Gautron. Julie a beaucoup travaillé sur cet esprit modularité des salles de réunion. On a travaillé également avec Elisabeth Leriche, Christophe Delcourt, Guillaume Tervert sur la chambre, en essayant d'être sorti de la déco pure, mais vraiment dans la fonctionnalité de la chambre. Et puis enfin, la restauration. Là, on a travaillé avec Marc Ertrich et Nicolas Adnet. On a beaucoup travaillé sur le bar, le restaurant, avec un restaurant gastronomique un peu revisité. Sylvie Amar a aussi travaillé avec nous sur une glace galerie. En fait, l'idée pour nous était de mettre en avant le verre en tant que produit et inspirer nos hôteliers et nos restaurateurs pour leur montrer comment le contenant, en tout cas, peut jouer sur la perception qu'on peut avoir du contenu à un moment donné. Là, on a vraiment voulu en fait montrer aux gens ce qu'ils devaient avoir dans leur restaurant, dans leurs établissements, dans leur bar. Au départ, j'ai cherché effectivement dans le monde entier. C'est une cueillette de produits qui a duré 2 ans sur le cocktail, le whisky et la bière, qui sont les 3 tendances fondamentales de la verrerie aujourd'hui dans le monde. Je considère à chaque fois quand je conçois mes stands de tendance qu'un visiteur en 10 minutes doit pouvoir trouver une solution viable et exécutive, non pas simplement oui c'est beau, c'est joli, non, il faut que ça s'empile, il faut que ça se nettoie, il faut que je puisse trouver une solution à mon établissement. La fonctionnalité du produit est essentielle. Moi, mon rôle en tant que designer industriel, effectivement, dans la gastronomie, c'est de penser à tous ces éléments-là. Le design doit vraiment être en fait à la jonction de toutes ces caractéristiques pour répondre en fait au cahier des charges de l'hôtellerie et de la restauration. Oui, alors si j'écoute bien ce que vous venez de dire, donc dans 10 ans, il faut tout refaire. Ah bah oui, mais c'est ce qui fait le business, justement.
Non, en fait... C'est comme ça qu'on fait travailler les copains de Sylvie. Non, mais designer. grosso modo... Ah bah, ça fait 10 ans que je vous l'ai fait, faut tout recommencer. Grosso modo, moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'on doit... Enfin, ce que je retiens d'ailleurs quand je vais dans un hôtel, c'est qu'il faut se sentir comme chez soi, mais en même temps avoir des idées qui ne sont pas chez soi. Et on peut rentrer à la maison, les piquer, puis avoir... voilà. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le bon décorateur. Et il faut surtout faire appel à des décorateurs, à des designers et des architectes. Oui, tu as raison, chacun son métier, sans blague. Oui. Merci beaucoup. Parce que curieusement, ce garçon-là, Fred Testo, n'avait jamais fait de spectacle seul. Il avait déjà travaillé avec Omar Sy, à deux, il avait fait des choses assez drôles. À la télé, il avait parfois travaillé seul, mais enfin assez rarement. Et puis là, tout d'un coup, il se lance. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Mais l'envie, William, l'envie d'être avec son public. Regardez le titre du spectacle. Presque seul. Pourquoi presque ? Alors, 2 raisons. Première raison assez prosaïque, parce qu'en fait, il interprète plusieurs personnages sur scène, donc il est seul, presque seul, puisqu'il fait vivre d'autres personnages. Et en même temps, comme les personnages qu'il fait vivre sont un peu barrés, un peu déjantés, un peu psychopathes, je pense qu'ils ne sont pas complètement seuls dans leur tête. Vous voyez le titre. C'est l'analyse que je vous livre, telle que j'ai perçue. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde là-dedans. Alors, c'est un ovni, ce spectacle, William. C'est drôle et pas que. C'est du Fred Testo pur jus. Moi, j'ai trouvé ça délicieux parce qu'il est très attachant, ce garçon. Et en même temps, c'est une réflexion de son spectacle sur le métier de comédien, les avantages, les inconvénients, le côté mégalo du comédien, les avantages quand vous êtes connu. Il vous tourne ça dans tous les sens. Il reconnaît que parfois, évidemment, le comédien en use et en abuse. Donc ça se passe à la Comédie de Paris jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, partout en France, nous étions là. Et alors, on a fait un pari avec Fred. Le premier qui déplie les bras a perdu. Ah oui, j'ai vu. Hein. Regardez, attention. Ça n'a pas été facile, cette interview. Vous savez quoi, monsieur L'énergie, on fait du sport en même temps. On se cultive, on fait du sport. Mais vous étiez dans une roulotte, donc on a l'impression que... Exactement. Vous savez, c'est les fameux qui jouent dans la roulotte comme ça, avec la guitare. Mais bonne ambiance, bonne ambiance. Mais lui, c'est un excellent comédien. Hein. Mais complètement. Ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes. Vous remarquerez, monsieur L'énergie, que c'est marqué Fred Testo dans le reportage, humoriste et comédien. Parce qu'il fait les deux. Très bien. C'est parti. Excusez-moi. Je démarre un peu vite en ce moment, là, parce que je sors d'un tournage de film là, où j'avais un rôle dramatique. Je jouais un personnage ultra violent. Du coup, dès que je ressens une offense ou un choc émotionnel, pouf. Salut Fred. Eh bien, salut Damien. Malgré cette longue et belle carrière qui est la vôtre, c'est votre premier one-man. Oui, je suis hyper heureux de découvrir ce nouvel exercice parce que, voilà, c'est sans filet. Et il faut amener les gens dans une histoire jusqu'au bout. Donc tous les soirs, on recommence avec une adrénaline positive, hein, évidemment. Moi, je veux pouvoir lire des magazines déco dans mon lit, en mangeant des gâteaux sans gluten. Je veux pouvoir appeler mes copines au téléphone pendant des heures. Je veux pouvoir me balader chez moi, sans mettre de culotte. Parce qu'il faut que ça respire là-dedans. Vous chantez, vous dansez, on sent que vous avez le rythme en vous. C'est vrai qu'on m'a connu des années derrière un buste, répondant au téléphone, dans l'humour en tout cas. Et c'est vrai que là, on découvre que j'ai des jambes plutôt assez jolies, hein, sans se vanter. Ah oui, non, on peut le dire, ouais. Parfaitement, j'ai fait 10 ans de danse classique. Saut de biche. Biche blessée. Et c'est vrai que j'en parlais pas trop parce que souvent, voilà, être artiste complet, ça dérange. Donc, ça suscite les jalousies. Ça suscite les jalousies. Et là, voilà, je me suis exprimé clairement, donc je danse, je chante, on peut dire quasiment à la perfection. Oh, petite maille à la mer, encore découvrir le rêve. Oh, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que ce loustique, là? Oh, joyeuse maille à la mer, libre de myrtille de partout dans le ciel. Vous êtes un peu le Nureyev de cette fin 2016. Voilà, c'est entre Frank Sinatra et Nureyev, ouais. Voilà. Ouais. Là où j'aimerais aller, Bah moi, là où j'aimerais aller, c'est aux putes. Et tout, comment te llamas? A mí me gusta tocar la guitarra, ¿no? J'ai toujours été un peu, comme on dit, hyperactif.
Enfant turbulent, vous étiez Hyperactif. C'est-à-dire qu'il faut faire des trucs... trucs... trop intelligent, le gamin. Je ne sais pas. À l'étroit dans le monde dans lequel il évoluait, probablement. On est en train de faire des tests, voilà. Là, c'est sûr que voilà, on va le savoir bientôt, mais... Vous nous le direz, les résultats. Par contre, quand t'es un comédien connu, là t'as plein de privilèges. Hein. Oh, monsieur Testo, oh là là. Qu'est-ce que je suis content, vous savez, dans mon établissement. Oh là là, oh, je suis content. Il est là. Monsieur Lémergie va venir vous voir, bien sûr, monsieur Testo. Je pense. Quelqu'un qui est formidable, qui dort 20 minutes par nuit, qui est là, toujours aussi flamboyant, tous les matins. Bravo, d'ailleurs, à toute l'équipe. Et on ne prend rien, vous savez qu'on ne prend rien. On ne se dope pas. Hein, Mais non, c'est ça. C'est comme vous, c'est le bonheur, le plaisir. Ben oui, parce qu'on est heureux, quand même. Ben oui. Je sais que ça choque à notre époque, mais bon, voilà. Mais on peut le dire. Merci, monsieur Testo, c'était un plaisir. Merci à tous, hein. Voilà, donc toute l'équipe. Allez, en scène. Allez, j'y vais. Salut. Non, mais c'est bien. Vous avez été libéré après, on vous a libéré, oui, absolument. J'adore parce qu'il est génial, parce qu'il est un peu fou, parce que voilà, il campe des personnages qu'on voit pas ailleurs. Ce spectacle, vous ne le verrez pas ailleurs. C'est vraiment l'univers de Fred Testo. Et donc jusqu'au 31 décembre à Paris, Comédie de Paris, dans le 9e, et puis ensuite partout c'est tout en faire, France. c'est vrai, non seulement ça, mais c'est vrai, on l'a déjà dit, comédien, mais dans des rôles différents. Je veux dire, là où on ne l'attend pas. Le rire et les larmes, il sait faire les deux. Merci. Madame, monsieur, en route pour notre grand voyage hebdomadaire et pour clore cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, vous en avez entendu parler, on va s'intéresser à ce fléau aux quatre coins du monde. Et les violences sexistes sont-elles fréquentes dans les autres pays? Y a-t-il des lois qui protègent les victimes ou au contraire sont-elles seules à se défendre? Et si oui, comment font-elles? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants à travers des portraits de femmes qui ont choisi de se battre, au sens propre, vous allez voir comment figurer. Et en raison du décalage horaire, avec certains de nos journalistes, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer, ce matin, nous avons fait appel à Fanny Lothaire, que l'on rejoindra à Rio de Janeiro, Arnaud Biguet, notre correspondant en Chine, Sylvain Le Petit, qui nous parlera de la situation au Moyen-Orient, et enfin Nicolas Bertrand, en bas à droite, rendez-vous à New Delhi. Et vous verrez que dans certains pays, c'est particulièrement bouleversant. Le mot n'est pas trop fort, et notamment en Inde. Et vous verrez ça tout à l'heure. Tout de suite, direction Rio de Janeiro, où nous allons retrouver Fanny Lothaire. Alors, sous ces airs de samba, playa, caipirinha, vous connaissez tout ça, le Brésil cache un triste constat. Chaque jour, 14 femmes meurent à la suite de violences. 14. Fanny, comment les Brésiliennes se mobilisent-elles face à ce chiffre record? On est loin, très très loin de l'image du Brésil, en tout cas. Et oui, William, c'est l'envers du décor brésilien. En 2016, le Brésil est toujours une société très machiste, très religieuse, où la femme est vue par bon nombre de Brésiliens soit comme un objet, soit comme un péché. Il y a quelques mois, une jeune fille a été victime d'un viol collectif dans une favela de Rio. Il faut savoir qu'au Brésil, les statistiques sont alarmantes. Il y a un viol toutes les 11 minutes et cela a déclenché une vague de manifestations. De nombreuses femmes sont descendues dans les rues et cela a ravivé la mobilisation en faveur de la défense des droits des femmes, que ce soit dans l'aide psychologique apportée aux victimes ou dans des actions de terrain plus originales. Vous allez voir que les Brésiliennes n'entendent pas se laisser marcher sur les pieds. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe et Harold Grenouillot. Dans le centre de Rio, c'est l'un des 500 commissariats du pays dédié aux femmes. Ici, les officiers reçoivent entre 15 et 20 victimes par jour. La loi qui condamne les féminicides adoptée en 2015 a permis d'alourdir les peines des agresseurs et de délier les langues. Nous avons historiquement un nombre élevé de plaintes de femmes en tant que victimes. C'est cette demande qui a fait qu'il y a 30 ans a été créé le premier commissariat spécialisé pour femmes. La majorité des dénonciations que nous enregistrons sont des lésions corporelles, des violences physiques, des menaces. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu d'amélioration en 30 ans. Pas d'amélioration, mais plus de dénonciations, surtout depuis quelques mois grâce à un fait divers qui a déclenché une révolution chez les femmes. En mai dernier, d'immenses manifestations ont envahi les rues des grandes villes pour dénoncer le viol collectif d'une jeune fille de 16 ans dans une favela de Rio. Si tu t'en prends à une d'entre nous, tu t'en prends à nous toutes. Un déclic
qui a poussé les mouvements féministes à entrer en guerre. Les fémènes se sont affichées, fait rare dans un Brésil prude qui interdit le topless. Dans la banlieue de Rio, c'est justement en mai dernier, juste après le viol collectif, que Bruno Guzmán a lancé ce cours de Krav Maga. Vous pouvez utiliser des objets comme ces clés pour distraire, au moment où elle les prend. Destinées exclusivement aux femmes, ces séances d'autodéfense affichent complet. Vous prenez une fille de ce gabarit, en face d'une brute épaisse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle doit pouvoir réussir à se protéger, et le Krav Maga peut aider, en les mettant au même niveau et en leur donnant de vraies possibilités de survivre dans la rue. 1 heure de cours par semaine, une nécessité dans une ville où les agressions passent trop souvent pour de la drague un peu lourde seulement. Je peux taper comme ça ou comme ça. Coup de genou, paf. Ce qu'on va voir, c'est comment viser les yeux. Ça peut être comme ça avec cette main ou l'autre. C'est le premier cours de ces étudiantes. Ici, pendant les événements type carnaval, les agressions sont normalisées. Un homme peut vous attraper le bras et vous tirer vers un lieu et trouver ça normal. Les hommes pensent que l'agression, c'est un jeu de séduction. Et ça, c'est compliqué, c'est culturel, mais nous apprenons à nous défendre. Entrer en guerre contre le machisme brésilien, c'est le combat de Panmela Castro. Cette artiste de 34 ans, ancienne victime de viol, est devenue aujourd'hui la voix des femmes noires des quartiers populaires, 2 fois plus touchées que les autres. Tu vises ici, et tu vas tout droit, et tu recommences. Le graffiti est son arme. Elle réalise une trentaine d'ateliers par an sur les murs des banlieues difficiles pour promouvoir le droit des femmes. C'est une arme pour les femmes. Parce que les gens pourraient dire « Ah regarde, cette femme va à l'association de victimes parce qu'elle a été violentée. » Mais non, elle va juste à un atelier de graffiti. C'est tout. Respect, égalité, des mots simples, mais souvent un peu trop oubliés dans ces quartiers et qui serviront, Panmela l'espère, de rappel au quotidien. Oui, mais Fanny, est-ce que les comportements évoluent avec, je ne sais pas, la nouvelle génération ? Et oui, William, on l'a vu avec ces actions originales comme avec le graphe, tout l'objectif c'est de sensibiliser ces nouvelles générations aux droits des femmes, à l'égalité des femmes. Ce sont souvent des jeunes garçons qui reproduisent malheureusement le schéma de leur grand frère, de leur père et qui ne lisent pas et donc qui en passant dans ces quartiers, devant ces murs, sont sensibilisés à ces messages. Malgré tout, les mœurs vont mettre du temps à changer. Une ONG anglo-saxonne, Save the Children, vient de réaliser une étude et elle a réalisé que plus de 870 000 jeunes brésiliennes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées à l'âge de 15 ans, ce qui ne veut pas dire que les violences conjugales ou extra-conjugales vont empirer, mais ce n'est pas un très bon indicateur de la liberté des femmes au Brésil. Et que fait le gouvernement pendant ce temps-là ? Il est très macho lui aussi, non ? Et oui, lorsque Michel Temer a été officiellement nommé président de la République brésilienne, il y a quelques mois, eh bien, beaucoup ont grincé des dents en voyant que l'intégralité de son gouvernement était composée d'hommes. Mais auparavant, le gouvernement a fait beaucoup pour le droit des femmes, notamment sous l'ère Dilma Rousseff, sous l'ère Lula. En 2015, une loi condamne fermement les crimes contre les femmes, les féminicides, comme crimes aggravés. Et puis un petit peu plus tôt, en 2006, une autre loi a été promulguée, la loi Maria da Penha, qui condamne fermement les violences domestiques et qui a permis de faire beaucoup pour le droit des femmes ici. D'ailleurs, elle a été reconnue par l'ONU comme une des lois faisant le plus au monde pour le droit des femmes. Et cela a permis aux femmes de plus dénoncer leurs agresseurs. Entre 2006 et 2013, les dénonciations pour violences domestiques ont augmenté de 600% au Brésil. Merci beaucoup, Fanny. À très bientôt. Pour la prochaine étape, cap sur la Chine, où, tenez-vous bien, là aussi, les chiffres font peur. Une femme sur 4 est victime de violences conjugales. Arnaud Miguet, vous êtes notre correspondant en Asie. Comment expliquer un tel chiffre dans l'une des plus grandes puissances mondiales qui a pourtant, enfin le croyait-on, évolué à tout point de vue ? Alors évolué, sauf dans certains domaines apparemment. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour William, vous l'avez dit, une femme sur 4 victime de violences. C'est la très officielle Fédération des femmes de Chine, proche du Parti communiste, qui avance ce chiffre. Alors c'est un chiffre qui est absolument alarmant. Nous sommes dans le pays le plus peuplé de la planète, 1,3 milliard d'habitants. Ça veut dire que 160 millions de femmes sont victimes de violences domestiques, physiques ou mentales. 160 millions de femmes, c'est le double de la population française. Pourtant, 50 000 dépôts de plaintes seulement chaque année.
Pourquoi ? Parce que c'est un sujet tabou qui ne doit pas sortir du cadre du couple, qu'il soit marié ou non marié, ou du cadre de la famille. On dit en Chine qu'il vaut mieux détruire 10 temples plutôt que détruire un mariage, c'est dire. C'est une société qui est toujours dominée par les hommes. Mais il existe des exceptions, quelque part dans le sud de la Chine, avec une ethnie, les Mosso, que vous allez découvrir. C'est une des dernières sociétés matriarcales au monde. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Manu Rambeau et l'excellent Gaël Caron. Regardez. Bienvenue au royaume des femmes. Au petit matin, quand le soleil se lève, le paysage est féerique. Sur le lac Lougou, 2700 mètres d'altitude, sur les contreforts de l'Himalaya. Depuis des temps immémoriaux vit ici un peuple qui vénère les femmes. Ce sont les Mozo, une des dernières sociétés matriarcales au monde, une société sans père ni mari. Apuji Asima porte ses 72 ans comme un charme. Cette grand-mère est en fait le chef de la famille, du clan, comme sa mère, dont elle a hérité du nom, de la propriété et de l'autorité. Ce sont les femmes qui décident ce que doivent faire les enfants de la famille, par exemple. C'est ancestral, ce sont les femmes qui ont le dernier mot à la maison. Et c'est moi qui décide de tout. Et tout le monde obéit à la grand-mère. Chez les Mosso, on vit où on est né. À la maison, les femmes travaillent et portent le fardeau. C'est vrai, parfois aidées par un homme. Mais il n'y a pas que les femmes qui travaillent. Si je ne peux pas porter, un frère va m'aider. Un frère, oui, mais ni père ni mari dans cette maison, comme dans toutes les autres maisons du village. Les hommes dans la journée n'ont pas droit de citer. Car en fait, dans la tradition Mosso, la vie conjugale n'existe pratiquement pas. Et l'homme, finalement, n'est qu'un invité dans un foyer. Chez nous, les femmes Mosso, nous ne sommes pas épouses de quelqu'un. On reste dans notre famille. Les hommes ici sont libres et ils s'amusent bien. Ils s'amusent bien en jouant les Roméo et Juliette. Comme dans cette scène de drague. Une reconstitution dans un village touristique qui fait fantasmer les Chinois. Chez les Mosso, la sexualité est libre et quand un garçon et une fille se chatouillent la main 3 fois, c'est le signe qu'ils peuvent être amants. Du coup, comme il n'y a ni mariage ni paternité, quand un enfant naît, c'est l'oncle, le frère de la mère forcément, qui s'en occupe et va par exemple le chercher à l'école. C'est le cas d'Apuche Yuzuma. Je ne vois pas souvent mon père, sauf à la tombée de la nuit. Les hommes de la famille retrouvent leur mère et grand-mère de 72 ans dans cette maison familiale où la tradition est encore respectée. C'est de plus en plus rare, car les temps changent chez les Mosso aussi. Bon, Arnaud, on a compris, il n'y a pas d'homme chez les Mosso, donc aucune violence conjugale. Ah oui, non, ça ne risque pas d'arriver. D'ailleurs, les Mosso avaient reçu le titre de société modèle par l'UNESCO. Et cette vieille dame, la chef de 70 ans que nous avons rencontrée, nous a dit que si un homme touchait un seul des cheveux d'une de ses filles, il serait automatiquement exclu du clan. Mais chez les Mosso, les choses commencent aussi à changer. Ils ne sont plus que 30 000 aujourd'hui et la plupart des jeunes perdent un petit peu les traditions, commencent à partir travailler dans les villes et à chercher l'âme sœur en dehors de leur ethnie. Ah oui, parce que franchement, 30 000 personnes, c'est une goutte d'eau, c'est une demi-goutte d'eau à l'échelle du pays. Plus généralement, en Chine, Arnaud, est-ce que l'on perçoit des changements dans les relations hommes-femmes? Est-ce que le gouvernement, par exemple, s'en est mêlé? Le gouvernement a agi très, très tardivement. La toute première loi contre les violences conjugales a été adoptée en décembre dernier seulement et elle a été promulguée au mois de mars. Donc vous voyez qu'au pays de Confucius qui disait que la femme doit obéir à tout prix et de manière absolue à son mari, les choses changent, mais elles changent très très lentement.
Merci beaucoup Arnaud. Et puis bienvenue dans la famille de C'est un monde. Donc, à très bientôt. Au revoir. C'est gentil. À bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'il existe une autre forme de violence à l'encontre des femmes. C'est un fléau, là aussi, qui fait de plus en plus de victimes. Et c'est sur Internet, bien sûr, Julia. Exactement, ça s'appelle la cyberviolence, William. Alors lynchage, dénigrement, exclusion, menaces en ligne, sexting. Une jeune fille sur 5 a été insultée en ligne à propos de son apparence physique. 1 sur 6 a été confrontée à des cyberviolences à caractère sexuel. Selon un rapport de l'ONU, 73% des femmes ont déjà été confrontées d'une manière ou d'une autre à une violence, à une cyberviolence sur Internet. En Europe, on sait que les femmes qui sont le plus touchées, ce sont celles qui sont dans la tranche d'âge 18-24 ans. 8% déclarent en Europe avoir vraiment avoir subi une violence sur Internet. Et en France, c'est une collégienne sur 5. Donc ces chiffres sont quand même assez impressionnants en ce qui concerne la cyberviolence. Sur Internet, qu'est-ce qu'on va trouver, William? Alors d'abord un site officiel qui s'appelle stopviolencefemmes.gouv. Alors évidemment, c'est un soutien virtuel. Il est là pour vous renseigner, ce site, pour vous aider, pour vous montrer que vous êtes écouté, que vous êtes soutenu, que la loi vous protège. Mais il y a quelque chose d'assez anecdotique, d'assez impressionnant plutôt sur ce site, William, c'est ces petits liens que vous voyez là. Effacez les traces de votre passage ou quittez rapidement ce site. En gros, combien de sites aujourd'hui se soucient d'effacer les traces de votre passage ou de quitter très vite un site pour que en cas où vous soyez surprise? C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que ce site vous protège la victime jusque dans sa démarche de recherche d'informations. Et ça ne se fait pas, ça ne se voit pas, à part sur ce site-là. Et c'est en ça qu'on voit qu'il est vraiment là pour informer, mais aussi protéger les femmes, ne serait-ce que dans leur recherche d'informations. Peut-être leur suggérer d'écrire ça d'une autre couleur et peut-être en noir, par exemple, sur fond blanc. Bon, enfin, c'est un détail. Dites-moi, est-ce qu'il y a des sites ou des applications qui luttent contre cette cyberviolence? Vous faites bien de poser la question. Comme souvent, William, le web, c'est autant un problème qu'une partie de la solution. Parce que l'arborescence de la toile, la puissance de propagation du web, va permettre aussi aux actions en faveur des femmes de se développer, d'être vues, d'être défendues par le plus grand nombre. Et du coup, on va voir arriver des initiatives très importantes qui luttent contre ça. Donc, par exemple, une appli réalisée par une jeune femme, elle a 14 ans, et elle a décidé, elle a mis en place cette appli. Une enfant, 14 ans. Oui, 14 ans, elle a été soutenue par Google. Elle a créé ça, Rethink, qui est une application qui lutte contre le cyberharcèlement auprès des jeunes filles. Cette appli, vous la mettez dans votre téléphone. Dès que vous écrivez quelque chose, vous, jeune femme, jeune homme, sur Internet, eh bien, cette appli, elle va vous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux écrire ce message? Est-ce que tu es sûr que c'est pas un peu méchant, désagréable? Et surtout, elle va vous expliquer le contexte psychologique de votre message. Vous allez me dire, ça joue que sur le recul de ces jeunes, mais 93% des messages à caractère haineux n'ont pas été écrits grâce à cette appli. C'est pour ça que c'est très important. Et très rapidement, sur Internet, vous allez avoir aussi les marches exploratoires. Qu'est-ce que c'est qu'une marche exploratoire? C'est des marches faites en milieu urbain par les jeunes femmes. Elles y participent et elles vont pointer du doigt, ensemble, une rue dangereuse, un manque d'éclairage ou des trottoirs trop étroits pour lutter contre le harcèlement de rue également. Bien, merci beaucoup Julia. À plus tard. Pour la suite du voyage, on part au Moyen-Orient. Alors là-bas, pour lutter contre les agressions sexistes, une jeune femme a décidé de riposter. Mais pas de façon pacifique. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondant sur place, Sylvain Le Petit. Bonjour Sylvain. Vous vous trouvez où actuellement ? Bonjour William et bienvenue au Forum international des femmes dirigeantes organisé à Dubaï. C'est ici qu'une jeune Jordanienne, Lina Ralifé, vient de recevoir le prix de la meilleure initiative pour le Moyen-Orient. Elle a créé un club d'autodéfense dans son pays pour que ses élèves puissent lutter contre les agressions sexuelles. Je vous propose de découvrir le reportage réalisé avec Miyuki Drozaramaki. Amman, la capitale de la Jordanie. Tous les après-midi, dans un immeuble discret du centre-ville, des jeunes filles apprennent à se battre. Regarde, il faut que tu tournes ton corps comme ça quand tu fais ton croisé. Ok ? Lina Ralifé est ceinture noire de taekwondo. Il y a 4 ans, elle a fondé ce club 100% féminin, le seul du genre au Moyen-Orient. Ici, des Jordaniennes apprennent un mélange de kickboxing, aïkido et kung-fu. Ce qu'elles font, c'est qu'elles n'attendent pas juste passivement. Elles doivent analyser la situation, puis réagir en fonction. C'est ce que je leur apprends à faire ici. Et certaines de ces élèves ont déjà appliqué dans la rue les leçons apprises sur le ring. Comme Batoul, une étudiante de 21 ans.
Il y avait cet inconnu qui me suivait depuis une semaine environ. Un jour, il est venu vers moi et il a essayé de me toucher. Alors moi, je me suis baissée et je lui ai mis un coup de poing dans le dos. Il a été tellement choqué qu'il ne s'est même pas retourné. Il est parti l'air de rien et après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Ça a clairement marché. Dans ce pays conservateur, tous ne voient pas ces entraînements d'un bon œil. Lina a dû mettre en place des mesures de sécurité hors normes pour un club de sport. On ne peut pas entrer comme on veut. La porte est verrouillée. Il faut qu'un membre du club ou une employée ouvre la porte avec son empreinte digitale. On s'est fait menacer à 2 reprises par un frère et un petit ami qui sont venus ici. Les caméras enregistrent tout et je peux envoyer les images à la police maintenant en cas de menace ou de problème. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais selon des associations, 80% des Jordaniennes se feraient harceler régulièrement. Dans son combat pour améliorer le sort des femmes, Lina a reçu d'importants soutiens, comme celui de l'actrice Emma Watson ou encore Barack Obama. Aujourd'hui, grâce à elle, 10 000 femmes ont déjà appris à se défendre et maintenant, elle espère pouvoir financer des centres partout au Moyen-Orient. Donc merci Lina, nous allons faire équipe. Retour à Dubaï, où Lina vient de recevoir son nouveau prix. Une reconnaissance qui, elle l'espère, aidera à améliorer la place des femmes dans son pays. Il faut que les gens prennent conscience du problème, et ce, dès l'école. Je dis toujours qu'il faut commencer avec les enfants. C'est la nouvelle génération, celle qui va amener un changement. Mais il faudra du temps pour y arriver. Un travail d'éducation plus que jamais nécessaire. Cette année en Jordanie, 26 femmes ont été tuées, victimes de violences conjugales ou familiales. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Oui. Merci beaucoup Sylvain, à bientôt. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Isabelle Martinet. On va faire le point sur les différents types de violences que les femmes subissent dans notre pays. Bonjour Isabelle. Bonjour Et William. d'abord, sur la voie publique, on va commencer par là. Alors, sur la voie publique, nous avons toujours une profusion d'insultes avec, pardonnez-moi William, une prédominance de salopes, sales putes, connasses, qui sont d'une rare, rare élégance. Mais on note aussi la persistance d'exhibitions et d'attouchements qui sont la voie directe à l'agression sexuelle. Salope, c'est quand, en fait, elles disent non et elles répondent. C'est ça. Ça doit être ça. Et le lâche s'en va en disant salope. C'est ça. Voilà, c'est à peu près ça, oui. À ce propos, combien de femmes sont victimes de viols chaque année dans notre pays? Parce qu'on a entendu des chiffres effrayants depuis tout à l'heure. Mais vous savez, en France, c'est pas franchement réjouissant. C'est-à-dire qu'en 2015, 84 000 femmes ont déclaré avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative. Seulement, nous avons uniquement 27 000 cas déclarés au service de police ou de gendarmerie, tout simplement parce que très peu de femmes portent plainte, bien qu'elles connaissent dans 90% des cas leur agresseur. Alors rappelons quand même au passage que le viol est un crime passible de 15 à 20 ans de prison, 5 à 20 ans pour le délit d'attouchement. Et le harcèlement sexuel? Alors ça, c'est un délit qui est généralement plus fréquent dans l'univers professionnel, qu'il s'agisse d'un supérieur, d'un client ou d'un collègue. L'auteur est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Alors, dans la vie de couple, est-ce qu'il y a moins de violence? Alors, non. Malheureusement, c'est la forme de violence la plus courante, hélas. Alors, attention, on ne parle pas ici des disputes de couple, disons, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire où 2 sentiments, 2 points de vue s'opposent dans un rapport d'égalité. Non, là, c'est vraiment une prise de pouvoir de quelqu'un, de l'auteur sur sa victime, avec un comportement violent, que ce soit de façon verbale, physique, psychologique ou sexuelle, le tout dans un climat de peur, de terreur. Et répété. Et répété, évidemment. Ouais. Donc, nous avons en France, tous les 2 jours et demi, le vrai chiffre, c'est 2,7 jours. Tous les 2 jours et demi, donc en gros, nous avons une femme victime de son partenaire, donc qui meurt. En 2014, 134 femmes et 35 enfants sont morts dans le cadre des violences conjugales. Ouais. Et y a-t-il des femmes qui sont plus menacées que d'autres? Non, pas du tout. La violence conjugale peut concerner toutes les femmes de tous les âges et de tous les milieux. En moyenne par an, nous avons 223 000 femmes qui se disent victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint.
Ou d'un membre de la famille. Bon. Ah voilà, c'est ça. Mais c'est terrible ces chiffres-là, c'est une catastrophe, quoi. C'est un Oui, désastre. c'est vraiment une catastrophe, un désastre, avec des 21e conséquences. siècle, Mais oui, ça n'évolue pas beaucoup. Des conséquences sont dramatiques, évidemment, pour les victimes. Perte d'autonomie, perte d'estime de soi, parfois un sentiment de culpabilité, des blessures physiques, isolement et bien sûr un stress permanent. Bon, et les enfants dans tout ça, alors? Alors, pour les enfants, le désastre est identique pour les 140 000 enfants qui vivent dans cet univers, dans les foyers concernés. Pour la moitié d'entre eux, ils ont moins de 6 ans. Et certains ont vécu l'horreur. Regardez les chiffres de 2014. 11 enfants en France ont été témoins du crime de leurs parents. C'est monstrueux. C'est tout, ça fait mal. Alors, on a vu ça aussi dans les pays voisins. Là, comment la loi ici en France protège les victimes? Alors, la loi a été renforcée en 2014. Même sans porter plainte, une femme en danger peut obtenir du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection. Ça veut dire qu'en situation d'urgence, ce juge peut attribuer un logement à la victime. Il peut expulser l'agresseur du domicile conjugal, lui interdire tout contact. Et s'il y a des enfants, il va réviser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Oui, mais enfin, il faut quand même porter plainte. Oui, il faut porter plainte, c'est préférable, même si c'est difficile. Il faut au minimum faire une main courante. Vous savez, faire une déclaration sur main courante, c'est comme ça qu'on dit de façon officielle. Si on veut une sanction sur l'homme violent, si on ne porte pas plainte, et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement cette ordonnance de protection, elle n'est valable que 6 mois, mais ensuite, dans 70% des cas, les violences sont répétées. Donc ça ne va pas s'arranger tout seul. Seulement aujourd'hui, on a seulement 25% des victimes qui se rendent dans un commissariat. Y a-t-il d'autres aides? Oui, un numéro, le 3919. C'est un numéro d'écoute national, gratuit, accessible 7 jours sur 7 pour tout type de violence, que ce soit de façon conjugale, de façon professionnelle ou dans n'importe quelle circonstance. Les victimes sont informées de façon anonyme, elles sont dirigées vers les services compétents pour ne pas qu'elles restent isolées et surtout pour agir rapidement tant qu'il est encore temps. 3919. Accessible 7 jours sur 7, 24 heures 7 jours sur 7, pas tout à fait 24 heures sur 24, non, c'est important, enfin, parce que la meilleure partie... ça ne se passe pas forcément en plein jour, dans la journée, etc. Ça peut se passer, hélas, parfois à la nuit, et personne n'entend, etc. Oui, bon, mais il faut pas hésiter à composer ce numéro 3919, dès qu'on en a la possibilité, évidemment. Merci beaucoup. Pour la dernière escale de ce terrible voyage, nous partons en Inde, où là-bas, la situation des femmes est certainement l'une des pires au monde. Le viol y est extrêmement répandu et les crimes d'honneur aussi. On vous expliquera de quoi il s'agit. Et dans cette spirale de la violence, il y a une arme très répandue que vous tenez entre les mains, Nicolas. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour William, tout à fait. Voici 1 litre d'acide. Je manipule cette bouteille avec précaution car son contenu pourrait me brûler la peau. Il y a ici suffisamment de produits pour défigurer une femme et pour lui brûler l'ensemble du corps. Et pourtant, cette bouteille ne m'a coûté que 40 centimes d'euros. C'est probablement l'arme la moins chère du monde et elle est utilisée très régulièrement ici en Inde. Il y a en moyenne 3, 4 ou 5 attaques à l'acide contre des femmes chaque semaine. Dans la plupart des cas, c'est une histoire d'amour qui se termine mal. Une jeune fille, une jeune femme qui refuse les avances ou la demande en mariage d'un homme et celui-ci décide de se venger et de lui jeter de l'acide sur le visage. C'est absolument abominable, d'autant plus que dans la plupart des cas, l'agresseur est un proche, un voisin, ou voire même un membre de la famille. Nous avons choisi de vous parler de ces femmes qui ont été attaquées à l'acide et qui ont décidé de reprendre leur vie en main, de redresser la tête. Regardez, c'est un reportage de Navodita Kumari et d'Émilie Gouvet à Vermelot. À 23 ans, Rupa n'a qu'un seul regret. जब मैंने अपने आप को 1.5 साल के बाद शीशे में देखा, मेरे सबसे पहला मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि मैं अपनी मम्मी के जैसी दिखती थी, एकदम सेम टू सेम। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था। मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था और रीज़न ये था, वो मुझे बचपन से मारना चाहती थी, जलती थी मुझसे। और सोते समय जब मेरे ऊपर तेजाब डाला तो मैं एकदम घबरा के उठी। मुझे दिखना बंद हो गया, मेरी आंखें बंद की बंद थी तो बंद रह गई। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, मैं कहती थी भगवान मुझे उठा ले। Ce n'est pas seulement la douleur qui l'a fait souffrir, mais surtout les commentaires qu'elle a entendus après l'attaque.
कैसे जिएगी, चाची चाचा के पास रहती है, अपनी लाइफ को इतनी बड़ी लाइफ है कैसे जिएगी, इससे अच्छा तो मर जाती है। सब लोग मुझे यही बोलते थे। बच्चे मुझे देख के डरने लगे थे। मैं सोचती थी मैं ही लड़की हूँ एक ऐसी जिसके साथ मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब मैं पहली बार मैंने सबको देखा तो मुझे लगा यार बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस दर्द से गुजर चुकी हैं। Rupa et Madou se sont rencontrés dans les locaux d'une association qui tente de leur rendre leur dignité et leur faire une place dans la société. Aujourd'hui, elles suivent des cours pour réapprendre à parler en public. मेरा नाम मधु है, मेरी उम्र 35 है, मैं आगरा से आई हूँ। मेरे पे एसिड अटैक 1997 में हुआ था। Chaque semaine, il y a 5 cas d'attaque à l'acide en Inde. Dans 85% des cas, ce sont des jeunes femmes qui avaient refusé les avances d'un homme. लड़कों को ये नहीं सोचता कि अगर ये भी इंसान है एक, इसे भी जीने का हक है, कि अपनी प्रॉपर्टी समझ के ये जैसे कि हमें अपने कब्जे में करने के लिए कि नहीं अब तू मेरा कहना मानेगी। जहाँ भी जाते थे वो मेरा पीछा करता था और कई बार उसने कहा मुझसे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन फिर मैंने उसके नज़रअंदाज कर दिया कि नहीं अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की भी होने दूंगा। Son agresseur n'a jamais été arrêté. La police a fermé les yeux et la justice n'a jamais traité l'affaire. Pourtant, elle ne se considère pas comme une victime. Toutes ici se surnomment les combattantes, à l'image de ce cours de self-défense. À coups de pied, à coups de poing, elles ont bien l'intention de reprendre leur vie en main. लेकिन फेस खराब होने के बाद मेरी सबरी तमन्ना ठंडी हो गई, मेरे अरमान पर पानी फिर गया। यहाँ पर आके तो ऐसा लगता है बस पंख लग गए हुए हैं जैसे हमारे संग हमारे में, कि बस लिख लें और उड़ें। Leurs cicatrices sont irréversibles. Mais ensemble, elles ont retrouvé la joie de vivre. Et elles envoient un message à tous ceux qui en doutaient. Leur avenir leur appartient. Nicolas, cette violence contre les femmes, c'est un véritable problème de société en Inde. Et apparemment, les choses ne semblent pas s'arranger finalement. Oui, tout à fait, c'est le moins que l'on puisse dire. D'après les chiffres de la police, pour 2015, il y a en Inde un crime commis contre les femmes toutes les 2 minutes. Il y a d'abord les attaques à l'acide dont nous avons parlé, mais également le problème des viols, et particulièrement les viols collectifs. Ici, à New Delhi, en décembre 2012, une jeune fille avait été violée dans un bus et puis assassinée. Des millions de personnes étaient ensuite descendues dans les rues pour demander au gouvernement de protéger davantage les femmes, mais depuis lors, presque rien n'a changé. À travers tout le pays, les femmes continuent à être brutalisées, à l'extérieur ou à la maison. Presque chaque femme indienne vous dira qu'elle a déjà subi un attouchement ou un geste inapproprié. Pour les hommes, il ne s'agit pas simplement de commettre un crime sexuel, mais également de punir les femmes qui ne voudraient pas se plier à leur volonté. Oui, bien sûr. Autre constat, le nombre de femmes en Inde est beaucoup plus faible que celui des hommes. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Oui, absolument. Vous savez, au niveau mondial, le ratio entre hommes et femmes est plus ou moins équilibré. Eh bien, ici en Inde, ce n'est pas le cas du tout. Pour 1000 hommes, vous n'avez que 940 femmes et encore ce chiffre tombe bien plus bas dans certaines régions. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car certaines femmes, lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes d'une petite fille, préfèrent avorter. Avoir une petite fille est considéré ici comme une malédiction, car vous savez, il y a ce problème de la dot. Votre fille, quand elle se mariera, eh bien, elle vous coûtera beaucoup d'argent. Et puis, de manière générale, les femmes, les filles sont considérées comme bien inférieures aux hommes. Ici en Inde, c'est encore une vision des choses très répandue dans le pays, particulièrement dans les campagnes. Et oui, hélas. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Voilà, madame, monsieur, l'émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur ce drame, vous voyez bien, international. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'il existe une autre forme de violence à l'encontre des femmes. C'est un fléau, là aussi, qui fait de plus en plus de victimes et c'est sur Internet, bien sûr, Julia.
Exactement, ça s'appelle la cyberviolence, William. Alors lynchage, dénigrement, exclusion, menaces en ligne, sexting. Une jeune fille sur 5 a été insultée en ligne à propos de son apparence physique. Une sur 6 a été confrontée à des cyberviolences à caractère sexuel. Selon un rapport de l'ONU, 73% des femmes ont déjà été confrontées d'une manière ou d'une autre à une violence, à une cyberviolence sur Internet. En Europe, on sait que les femmes qui sont le plus touchées, ce sont celles qui sont dans la tranche d'âge 18-24 ans. 8% déclarent en Europe avoir subi une violence sur Internet. Et en France, c'est une collégienne sur 5. Donc ces chiffres sont quand même assez impressionnants en ce qui concerne la cyberviolence. Sur Internet, qu'est-ce qu'on va trouver, William? Alors d'abord un site officiel qui s'appelle stopviolencefemmes.gouv. Alors évidemment, c'est un soutien virtuel. Il est là pour vous renseigner, ce site, pour vous aider, pour vous montrer que vous êtes écouté, que vous êtes soutenu, que la loi vous protège. Mais il y a quelque chose d'assez anecdotique, d'assez impressionnant plutôt sur ce site, William, c'est ces petits liens que vous voyez là. Effacez les traces de votre passage ou quittez rapidement ce site. En gros, combien de sites aujourd'hui se soucient d'effacer les traces de votre passage ou de quitter très vite un site pour que en cas où vous soyez surprise? C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que ce site vous protège la victime jusque dans sa démarche de recherche d'informations. Et ça ne se fait pas, ça ne se voit pas, à part sur ce site-là. Et c'est en ça qu'on voit qu'il est vraiment là pour informer, mais aussi protéger les femmes, ne serait-ce que dans leur recherche d'informations. Peut-être leur suggérer d'écrire ça d'une autre couleur et peut-être en noir, par exemple, sur fond blanc. Bon, enfin, c'est un détail. Dites-moi, est-ce qu'il y a des sites ou des applications qui luttent contre cette cyberviolence? Vous faites bien de poser la question. Comme souvent, William, le web, c'est autant un problème qu'une partie de la solution. Parce que l'arborescence de la toile, la puissance de propagation du web va permettre aussi aux actions en faveur des femmes de se développer, d'être vues, d'être défendues par le plus grand nombre. Et du coup, on va voir arriver des initiatives très importantes qui luttent contre ça. Donc, par exemple, une appli réalisée par une jeune femme, elle a 14 ans, et elle a décidé, elle a mis en place cette appli. Une enfant, 14 ans. Oui, 14 ans, elle a été soutenue par Google. Elle a créé ça, Rethink, qui est une application qui lutte contre le cyberharcèlement auprès des jeunes filles. Cette appli, vous la mettez dans votre téléphone. Dès que vous écrivez quelque chose, vous, jeune femme, jeune homme, sur Internet, eh bien, cette appli, elle va vous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux écrire ce message? Est-ce que tu es sûr que c'est pas un peu méchant, désagréable? Et surtout, elle va vous expliquer le contexte psychologique de votre message. Vous allez me dire, ça joue que sur le recul de ces jeunes, mais 93% des messages à caractère haineux n'ont pas été écrits grâce à cette appli. C'est pour ça que c'est très important. Et très rapidement, sur Internet, vous allez avoir aussi les marches exploratoires. Qu'est-ce que c'est qu'une marche exploratoire? C'est des marches faites en milieu urbain par les jeunes femmes. Elles y participent et elles vont pointer du doigt, ensemble, une rue dangereuse, un manque d'éclairage ou des trottoirs trop étroits pour lutter contre le harcèlement de rue également. Bien, merci beaucoup, Julia. À plus tard.